Bonsoir. Cette présentation va vous expliquer comment développer un plan d'entraînement qui vous permettrait de vous qualifier pour les champions du monde UCI Grand Fondo au Grand Fondo Vosges ou même à un autre événement de ce genre. Le Grand Fondo Vosges, c'est le 18 mai prochain, donc il nous reste 5 mois et demi. Il est destiné surtout à ceux qui ne sont pas très loin du nouveau requis, cette présentation. Si vous êtes débutant, ce serait peut-être un niveau trop élevé pour vous. Si vous êtes cyclosportif expérimenté, vous vous entraînez déjà au moins 8 heures par semaine et vous terminez régulièrement dans la première moitié de votre catégorie d'âge dans les épreuves similaires, eh bien, cette présentation est pour vous. Donc, allons-y. Ce soir, c'est la première d'une série de 3 conférences destinées à vous aider à vous qualifier pour les mondiaux. Cette première présentation porte sur la première partie de votre plan d'entraînement personnel pour la période allant de maintenant à la mi-février. Elle va durer entre 30 et 40 minutes ce soir. À savoir, l'année dernière, j'ai beaucoup développé la problématique de l'oxydation des lipides et la nutrition adaptée. Donc, je ne vais pas tout répéter ce soir. La vidéo est sur YouTube et je donnerai les références exactes tout à l'heure. Les 2 présentations qui restent auront lieu le 3 mars, lorsque je présenterai la deuxième partie du plan d'entraînement, et enfin le 6 mai, lorsque je présenterai comment aborder la course elle-même afin de réussir votre qualification. Bon, donc parlons de l'épreuve. Commençons par un rapide coup d'œil sur le profil. Le Grand Fondo est l'épreuve de qualification pour les hommes âgés de 19 à 59 ans. Toutes les femmes et tous les hommes âgés de plus de 60 ans doivent faire le Medio Fondo pour se qualifier. On va voir ça tout de suite après. En 2024, le Grand Fondo était long de 171 km et comprenait 3555 mètres de dénivelé sur un total de 10 ascensions de 5 km ou plus et au moins 4 ou 5 ascensions plus courtes. Certaines pentes étaient autour de 10% sur 2 ou 3 km, mais la plupart se situaient entre 6 et 8%. Les routes étaient souvent étroites et certaines descentes étaient techniques. Enfin, c'est les Vosges, quoi. Et c'est un cyclo de moyenne montagne, ou un grand fondeur de moyenne montagne. Environ 23 km étaient relativement plats, en 3 sections. Après les kilomètres 22, 70 et 95, les 60 derniers kilomètres étaient une série de montées et de descentes sans répit. Il y aura peut-être des petits changements en 2025, mais le profil restera sensiblement le même, d'après mes informations. Alors, le Medio Fondo, qui est l'épreuve de qualification pour toutes les femmes et pour les hommes de plus de 60 ans, est plus court de 52 km. Le parcours en 2024 faisait donc 119 km et comprenait 2575 mètres de dénivelé, répartis en 5 ascensions de 5 km ou plus et 4 ascensions plus courtes. Une bonne partie de la route était la même que pour le Grand Fondo, donc comme j'ai déjà dit, les routes étaient souvent étroites, les descentes techniques et les dénivelés étaient le plus souvent de l'ordre de 6 à 8% et approchaient parfois les 10% sur 2 ou 3 km. Environ 20 km étaient relativement plats en 3 sections après les kilomètres 22, 64 et 76. Les 40 derniers kilomètres du Medio Fondo étaient une série de montées et de descentes sans répit, quasiment la même que le Grand Fondo d'ailleurs. Voilà pour le parcours. Alors, que faut-il pour réussir sur un tel parcours? On pose la question parce que nous ne pouvons créer un plan d'entraînement qui tient la route avant d'avoir compris ce qui fait qu'un coureur soit plus rapide qu'un autre, ou dans le jargon d'entraîneur, quelles sont les exigences de l'épreuve. J'ai analysé ces exigences en 4 catégories. On va les regarder donc dans l'ordre tout de suite. D'abord, les exigences physiologiques. Comme pour toute épreuve d'endurance, l'exigence la plus importante est une excellente endurance aérobie. Ensuite, la durabilité ou l'endurance de force, c'est-à-dire la capacité à répéter des montées successives de 20 à 30 minutes au seuil sans perte de puissance. Donc, c'est de pouvoir avoir autant de puissance vers la fin qu'au début. La durabilité est particulièrement importante au Grand Fond de Vosges en raison des nombreuses montées. Alors, presque aussi importante est l'endurance musculaire sur le court terme, c'est-à-dire les efforts au-dessus du seuil de 30 secondes à 4 voire 5 minutes pour bien se placer avant les montées, les goulots d'étranglement et les intersections.
Bien sûr, un rapport poids-puissance élevé en raison de toutes les ascensions. Et enfin, la capacité à récupérer rapidement entre les efforts. Voilà pour les exigences physiologiques. Ensuite, les exigences psychologiques. Tout d'abord, la capacité à maintenir sa concentration, sa motivation et sa lucidité pendant le temps nécessaire de terminer, même si l'on est très fatigué. Ensuite, l'autodiscipline nécessaire pour s'en tenir à son allure maximale dans les montées et, si nécessaire, laisser partir les autres, peut-être pour les revoir plus tard. Ensuite, la capacité à tolérer de longues périodes d'inconfort, voire même de douleur. Et finalement, la capacité à rester positif et à faire face aux moments difficiles et aux pensées négatives éventuelles qui peuvent surgir pendant l'épreuve. Alors, voici les principales exigences techniques. C'est une épreuve montagneuse, donc vous ne serez pas surpris d'entendre qu'il faut d'excellentes qualités techniques de grimpeur sur des pourcentages variés. Bien sûr, ce qui monte doit aussi descendre, donc il vaut mieux être un très bon descendeur. Il faut savoir rouler vite en peloton, de manière sûre et efficace. Et enfin, il faut pouvoir s'alimenter de manière adéquate et à des moments opportuns pendant la course. Les exigences tactiques sont particulièrement importantes pour se qualifier pour les mondiaux, car vous devez être dans le premier quart de votre catégorie et la concurrence est rude. Donc les deux plus importants sont de savoir identifier les roues à suivre et celles qu'il faut laisser filer, et la capacité à bien se positionner en peloton et à identifier le moment où il faut passer à l'avant du groupe afin d'éviter les cassures et des chutes. Alors, ça s'apprend dans les courses, on fait tout ça, et en débriefant avec un entraîneur ou avec des copains du club ou avec d'autres personnes après. Alors, on vient à votre plan personnel. Pourquoi j'insiste sur le mot personnel? Le problème est que chacun de ces coureurs-là est unique. Ils ont peut-être tous le même objectif de se qualifier pour les mondiaux, mais ils ont tous des expériences différentes, des compétences différentes et des contraintes différentes. Donc, alors un plan qui conviendrait à tout le monde ne peut exister. C'est la raison pour laquelle nous n'en proposons pas. Ce que nous essayons de faire, par contre, est de vous donner un cadre, des principes et des recommandations que vous devrez adapter selon vos besoins. Notre objectif est de vous donner les moyens de bien réfléchir au processus et de prendre la responsabilité de votre propre préparation. Donc, il est tout à fait possible qu'une partie de ce que je dirai ne sera pas appropriée pour vous, car je ne connais pas votre situation exacte. Donc, à vous de faire le tri. On va commencer par regarder les principes. Le premier et le plus important, si vous voulez vous qualifier, vous devez en faire une priorité de votre entraînement. Non seulement, non seulement pour l'entraînement, mais aussi, du moins, dans une certaine mesure, dans votre vie. Si cela doit être négocié avec votre partenaire ou votre famille, c'est le moment de le faire. Ensuite, vous devez être régulier. Il ne sert à rien, par exemple, de s'entraîner très dur pendant 2 semaines, puis de ne rien faire les 2 semaines suivantes. Soit parce que vous en avez marre, soit parce que vous êtes surentraîné, enfin, peu importe. Et il ne sert à rien non plus de s'entraîner que le week-end. C'est pas suffisant. Vous devez essayer de vous entraîner au moins 4, voire 5 jours par semaine. Cette notion est captée par l'expression anglaise train hard to race easy. Donc, le point 3, la qualité la plus importante que vous devrez développer est votre base aérobie. Rappelez-vous qu'il s'agissait du point numéro 1 des exigences de l'événement. Malheureusement, il n'y a pas de raccourci pour cela. Vous devez passer beaucoup de temps sur votre vélo, le plus souvent à faible intensité. C'est ça qui crée les adaptations d'endurance dont vous avez besoin sans ajouter de fatigue inutile. Je vais prendre quelques secondes pour développer ce point, car c'est souvent mal compris. Alors donc, pourquoi s'entraîner à faible intensité? Logiquement, c'est une course. Non, vous voulez rouler vite sur la course. Donc, si vous voulez rouler vite sur la course, vous devez vous entraîner vite, non? Eh bien, ce n'est pas si simple. En fait, le point essentiel est que vous obtenez toutes les adaptations aérobies dont vous avez besoin à faible intensité et qu'on fait rouler aussi fort que possible à chaque sortie est une manière très inefficace de s'entraîner.
Cela fonctionne au début ou pour tout le monde, cela fonctionne lorsque vous commencez à faire du vélo, mais vous allez rapidement atteindre un plateau. Et ce qu'il faut pour avancer, c'est de faire des longs entraînements à intensité faible, parce que comme ça, votre métabolisme va continuer à s'adapter. Si l'on regarde le graphique, la plupart des débutants et de nombreux cyclistes de club s'entraînent comme les barres bleues de ce graphique, en passant la plupart de leur temps à rouler modérément fort dans les zones 3 et 4. Donc c'est tempo et sous-seuil, voire au seuil. Or, il a été démontré qu'il est plus efficace d'effectuer la majorité de votre entraînement, comme indiqué par les barres rouges, un volume élevé à faible intensité dans les zones 1 et 2, avec une petite partie quand même à haute intensité. Le rapport peut se situer entre 80-20 et 90-10. C'est ce qu'on appelle l'entraînement polarisé et tous les cyclistes professionnels adoptent une variante de ce principe. On entend parfois aussi de parler pyramidal. Le pyramidal, c'est lorsqu'on on fait un peu moins en très haute intensité, un peu plus dans les intensités moyennes. Et là, c'est surtout lorsqu'on approche de l'épreuve. Mais en hiver, il vaut mieux rester assez polarisé. Par contre, pour bien suivre l'entraînement polarisé, il faut être clair sur les zones. Un modèle à 3 zones est tout ce dont vous avez besoin. Le point le plus important se situe entre la zone 1 et zone 2 sur le modèle à 3 zones. C'est ce qu'on appelle le LT1, le premier seuil de lactate, ou le VT1, c'est le premier seuil de ventilation. C'est c'est le point à partir duquel la concentration de lactate dans votre sang commence à augmenter, et c'est le point à partir duquel vous commencez à respirer plus fort parce que votre corps a besoin de plus d'oxygène. Donc vous devez effectuer la majorité de votre entraînement à ce seuil ou en dessous. Donc comment le déterminer? Eh bien, la meilleure façon est d'effectuer un test en laboratoire où l'on mesure la concentration de lactate dans votre sang pendant que vous augmentez la charge par palier. Mais ce test est cependant coûteux et pas toujours facile à trouver. Vous pouvez l'estimer vous-même en effectuant un test par palier sur votre home trainer en commençant par une charge très facile, comme disons 80 watts, et en augmentant de 10 ou 20 watts toutes les 3-4 minutes. Faites très attention à votre respiration et notez la puissance et la fréquence cardiaque au moment où elle commence à s'accentuer. Cela indique que vous venez de franchir le seuil et que votre besoin d'oxygène a augmenté. Lorsque vous êtes sur la route avec un copain, vous pouvez essayer de lui parler. Si vous pouvez parler sans aucun problème, une conversation normale, sans être obligé de respirer entre chaque phrase, bah, vous êtes bonne allure. Si par contre vous êtes obligé si vous faites un effort pour parler, vous roulez trop vite. Alors, ça arrive probablement à une intensité beaucoup plus faible que vous ne le pensez. Hein, c'est le cas de quasiment tout le monde auquel j'ai parlé de ça, auquel j'ai entraîné. Pour la plupart des gens, cela ne représente pas plus de 60 à 65% de la FC max, fréquence cardiaque max, ou de la FTP, la puissance qu'on peut tenir sur une heure. Et ça peut être encore plus bas. Donc c'est un niveau faible. On roule tranquille, on roule facile. Au moins pour les 2 ou 3 premières heures. C'est plus facile au bout de 4, 5, 6 heures. Hein. Attention. Alors, retour à notre liste de principes généraux. Le quatrième principe consiste à développer votre capacité à oxyder les lipides ou brûler les graisses, si vous préférez. Ce point aussi demande quelques explications pour comprendre pourquoi il est important. Donc pourquoi? Pendant un effort d'endurance, notre corps dispose de 2 sources d'énergie possibles, essentiellement le glucose ou les graisses, les lipides. Il existe des différences importantes entre les deux. Votre corps ne peut stocker que environ 2000 calories d'énergie sous forme de glycogène, donc de glucides, alors qu'il peut stocker au moins 50 000 calories sous forme de lipides. Cela signifie que pour faire l'analogie avec une voiture, nous avons un moteur qui peut brûler 2 types de carburant différents.
mais nous n'avons qu'un petit réservoir d'un type de carburant, les glucides, alors qu'il y a un énorme réservoir de l'autre, les lipides. Cela n'aurait pas d'importance si les deux types de carburant étaient totalement interchangeables, mais bien sûr, ils ne le sont pas. Donc, il y a un avantage énorme si vous pouvez brûler un pourcentage élevé de graisse et de lipides à l'allure de course par rapport aux autres, car vous conservez le glycogène pour les efforts les plus difficiles uniquement. Enfin, pas uniquement si on est précis, mais sensiblement. Quelqu'un qui utilise très peu de lipides à cette même allure, voire zéro, aucun, est obligé de puiser dans ses réserves de glycogène et une fois qu'elles sont épuisées, il est obligé de ralentir. C'est la fin des haricots, si on veut. Comme vous pouvez le voir sur le graphique qui est tiré d'une étude de recherche, même chez les athlètes très bien entraînés, les variations sont énormes. Avec une oxydation des graisses au repos, toutes ces mesures étaient prises au repos, allant de 20% à presque 100%. Donc, c'est-à-dire les moins bons utilisaient que 20% enfin, que 20% de leur énergie provenait de l'oxydation des graisses. Et pour d'autres, c'était jusqu'à 100%. Évidemment, plus vous êtes vers le 100%, mieux vous allez vous porter. Alors, les chercheurs ont constaté une répartition similaire à l'allure de course, mais avec une moindre utilisation des lipides. Les meilleurs ne parvenaient qu'à 40% et beaucoup étaient déjà à zéro. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de travailler sur cet aspect. Donc là, j'ai pas mal parlé, j'ai beaucoup parlé d'ailleurs l'année dernière, donc ça, vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube. Se qualifier pour les championnats du monde grand fond de UCI et votre plan d'entraînement partie 1 de 2020, donc fait en 2023, mais pour l'année 2024. Et si vous avez la référence sur YouTube, il y a là, la section pertinente est de 33 minutes 20 secondes jusqu'à 41 minutes 25 secondes. Voilà. Allez, on revient à notre liste de principes. Le cinquième principe, donc, consiste à développer votre endurance musculaire à court terme. Pour autant que vous savez bien manier votre vélo, c'est cette qualité qui vous permettra de transformer une bonne performance en quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? C'est à cause de l'importance du positionnement dans le peloton. C'est grâce à cette qualité que vous allez pouvoir faire les efforts nécessaires pour passer en tête juste avant une montée ou une intersection, de monter les petites bosses en puissance et de suivre les bonnes roues au bon moment. Et sans cette capacité-là, vous êtes largué en fait. Vous allez peut-être faire une belle performance sur un plan théorique, mais en pratique, vous êtes largué par le peloton et voilà, vous perdez beaucoup de place. Alors, sixième principe. Au cours des 3 à 4 dernières semaines, vous devrez grimper au moins 2000, 2600 mètres, disons, en une seule fois si vous préparez le grand fondo et au moins 2000 mètres si vous préparez le médio fondo. Si vous habitez dans une région plate, vous avez les choix entre un, faire des allers-retours sur la plus grande côte que pouvez trouver à proximité, deux, voyager pour trouver des bosses, ou trois, utiliser un home trainer relié à une application qui simulera les côtes pour vous. Le septième principe consiste à augmenter progressivement la charge. Si vous ne vous entraînez actuellement que 5 heures par semaine, par exemple, et que vous voulez passer à 10 heures par semaine, vous devez prendre un certain temps, je dirais au minimum un mois pour y arriver, car votre corps a besoin du temps nécessaire pour s'adapter. Un huitième point, n'oubliez jamais le fait que votre corps ne se renforce que lorsque vous vous reposez et vous récupérez. L'entraînement crée des dégâts dans votre corps et donne les stimuli nécessaires pour l'adaptation, mais on ne devient plus fort que pendant la récupération. Il est vraiment important de laisser à votre corps le temps dont il a besoin pour s'adapter et devenir plus fort. Au numéro 9, surveillez votre capacité à supporter une charge élevée. C'est important car les recherches menées ces dernières années ont montré qu'un entraînement intensif n'a un effet positif que si votre corps est en état d'en profiter. Je reviendrai sur ce sujet en profondeur tout à l'heure. Enfin, dernier point, mais pas le moindre, vous devez inclure des exercices dans votre entraînement pour développer vos compétences techniques telles que la descente, les virages et votre capacité à tenir les roues en peloton.
euh, mettre ou enlever une veste, vous allez monter en course, etc. Tous ces compétences techniques. Alors, le seul moyen de vous améliorer dans ces domaines est par un entraînement ciblé, bien sûr. Donc, maintenant que nous avons parlé des principes généraux, on peut venir au plan d'entraînement lui-même. Il comprend trois phases ou périodes. La préparation, vous préparez votre corps à une charge d'entraînement accrue et développez vos capacités aérobies et d'oxyder les lipides. La pré-compétition ensuite, où vous ajoutez l'intensité à l'entraînement pour vous préparer à la course, et la compétition ou la phase d'affûtage, où vous réduisez la fatigue sans pour autant perdre votre forme physique. Ici, vous voyez notre cadre du plan d'entraînement. Il s'agit bien d'un cadre et non pas d'un plan détaillé au jour le jour pour les raisons que j'ai déjà expliquées. L'idée est que si vous comprenez bien le raisonnement, vous pouvez vous en inspirer pour développer votre plan personnel taillé sur mesure pour vous-même. Le plan est disponible sur le site internet du Grand Fond de Vosges où vous pouvez me le demander directement. Je ne vais pas commenter le plan point par point, mais juste expliquer la structure. Cette première page vous indique les objectifs de l'entraînement pendant chaque période et pourquoi. La deuxième page vous donne des propositions de séances concrètes. Chaque phase ou période est décomposée en mésocycles de 4 semaines comprenant 3 semaines de charge et une semaine de récupération avec une charge d'entraînement cible pour chaque semaine. Vous voyez à gauche, là, donc pour la période de préparation, ensuite c'est le P1, P2, P3, P4, c'est les blocs de 4 semaines. Alors, si vous avez plus de 50 ans, il y a un argument en faveur de faire des mésocycles de 3 semaines, comprenant 2 semaines de charge et une semaine de récupération. C'est parce qu'à partir de 50 ans, on récupère moins bien. Voici la deuxième page avec les semaines types et les propositions de séances. Plus vous êtes expérimenté, plus vous souhaitez faire la course, plus vous devez faire des séances en fractionné et travailler les intensités élevées. Mais je déconseillerais dans tous les cas de faire plus que 2 fois par semaine. Alors, comment prendre le cadre et le personnaliser pour vous? Il vaut mieux être pragmatique et commencer par vos contraintes, notamment votre disponibilité en temps pour vous entraîner. Soyez réaliste en le confirmant avec votre partenaire et votre famille et éventuellement votre boss au travail. Vous éviterez peut-être bien des malentendus et des conflits. Quel jour de la semaine pouvez-vous vous entraîner et pour combien de temps? Quelles sont les obligations familiales ou professionnelles qui vous empêcheront de vous entraîner? Un voyage professionnel ou, je ne sais pas, tout ce qui peut vous empêcher. Une fois que vous aurez bien réfléchi, vous pourrez bloquer semaine après semaine le temps d'entraînement dont vous disposerez. Vous vous retrouverez probablement avec quelque chose qui est assez loin de l'idéal. Mais on est tous comme ça, sauf pour les heureux à la retraite qui n'ont rien d'autre à faire. C'est la vie. Il faut faire autant d'ajustements que possible pour tenter de respecter le cycle d'augmentation de la charge d'entraînement suivi d'une période de récupération par cycle de 3 ou 4 semaines, mais forcément, ce n'est jamais parfait. Alors, voyons maintenant ce qui doit contenir la première partie de votre plan d'entraînement. Donc, la première partie, c'est la phase de préparation qui s'étend de maintenant à grosso modo la mi-février. Les objectifs clés et les priorités durant cette période sont, premièrement, de habituer votre corps à la charge et développer votre capacité à s'entraîner pendant 10 à 12 heures ou plus par semaine et à rouler sur des longues distances sans fatigue excessive. Deuxièmement, et cela fait partie du premier objectif, développer la capacité à oxyder les lipides. Donc deux premiers objectifs représentent les 80 à 90%. Les 10 à 20% restants consistent à développer votre force musculaire et votre PMA, votre puissance maximale aérobie. Cela augmenterait également votre puissance critique ou votre FTP et favorisera votre durabilité, votre endurance de force, c'est-à-dire la capacité de faire la dernière montée avec autant de puissance que les premières, en supposant que vous avez bien géré votre allure, bien sûr. Enfin, incluez quelques exercices pour travailler les compétences techniques telles que les descentes et les virages. Donc voilà pour les objectifs et les priorités. Voyons maintenant comment les atteindre. Donc voici le plan pour une semaine type de charge. Il n'y a pas de raccourci pour développer l'endurance aérobie. Il faut rouler autant que possible.
Donc, progressez vers des sorties de 5 puis 6 heures à faible intensité. Donc, la première priorité, c'est de faire une longue sortie à faible intensité euh, dans la semaine. C'est vraiment la première priorité. Donc, rappelez-vous que ces sorties sont censées être lentes et 80% de votre entraînement devrait être comme ça. Ces longues sorties à faible intensité vont aussi vous aider à adapter votre métabolisme à oxyder plus de lipides, mais seulement si vous adaptez votre alimentation, comme j'ai expliqué l'année dernière et que vous pouvez trouver dans la vidéo. La deuxième séance d'entraînement de la semaine devrait être une séance d'intervalle. Cela fait partie des 10 à 20% qui doivent être concentrés sur une intensité élevée. Lors de la course, vous allez grimper à un niveau très proche de votre puissance critique au FTP et vous ferez de nombreux efforts plus courts au-dessus du seuil pour vous replacer dans le peloton, raccrocher aux roues, etc. Ces séances d'intervalle ont donc trois objectifs. Le premier est d'augmenter votre FTP, le deuxième est d'augmenter votre durabilité et le troisième est d'augmenter votre tolérance à la douleur. Je répète tout ça parce que plus on comprend l'importance de le faire, enfin, le raison d'être, mieux on va l'exécuter. Nous allons donc regarder les détails de cela dans un instant. La troisième séance est une autre sortie longue à faible intensité. Et la quatrième est une deuxième séance d'intervalle. Donc, ils sont listés en priorité. Si vous ne pouvez faire que trois, ben vous vous arrêtez au troisième dans cette liste de priorités. Or, je viens aux intervalles. Nous pourrions discuter à l'infini des meilleures séances d'intervalles. Outre le fait évident qu'elles doivent être alignées sur l'effort auquel vous pouvez vous atteindre pendant la recherche n'a pas encore identifié de solution miracle, probablement parce que ça n'existe pas. Ce que je vous montre ici sont trois alternatives. La première, c'est 2 fois 10 minutes avec 5 minutes de repos. Deuxième, c'est 4 fois 8 minutes avec 3 minutes de repos. Et le troisième, 8 fois 4 minutes avec 2 minutes de repos. Le niveau d'intensité n'est pas le même. Ces trois sont certainement efficaces, mais si vous me dites que vous préférez quelque chose de légèrement différent, je ne vais pas discuter. Sans être votre entraîneur personnel, je ne peux pas vous conseiller une intensité précise parce que je ne vous connais pas. Choisissez l'intensité de manière à pouvoir terminer la séance avec un peu de réserve. Si vous avez beaucoup d'habitude de faire les intervalles, vous avez déjà vos séances préférées, vous êtes calé, vous savez ce qu'il faut faire. Si vous n'avez pas fait d'intervalle depuis un certain temps, je vous suggère de commencer à intensité moyenne, c'est-à-dire en dessous de votre FTP, c'est-à-dire la puissance que vous pouvez tenir pendant une heure. Après quelques semaines, vous pouvez travailler des intensités plus élevées et vous pouvez aussi ajouter plus d'intervalles. L'autre question concerne la cadence. Je suggère de varier la cadence entre les séances, mais probablement pas au cours d'une séance, en tout cas à cette époque de l'année. En supposant que vous en fassiez 2 par semaine, vous pourrez faire une des séances à cadence élevée et l'autre à cadence basse. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, ça dépend de vous, mais une cadence élevée serait normalement supérieure à 80 tours par minute, voire 90, voire 100, et une cadence basse serait inférieure à 60, voire 55, 50 éventuellement. Sachez que à une puissance donnée, une cadence élevée donnera une fréquence cardiaque plus élevée et le ressenti sera plus dur. Faites très attention à des cadences au-dessous de 55 tours par minute, car cela tire beaucoup sur le bas du dos et les genoux et il est facile de se blesser. Donc faites attention à des cadences basses. Quelques autres points à retenir. Bien s'échauffer avant le premier intervalle, au moins 15 minutes et de préférence 20 à 30 minutes. Rappelez-vous qu'il s'agit autant de développer votre tolérance à la douleur et qui sont donc censés faire mal. Cependant, et ce n'est pas une bonne idée, du moins pendant cette phase, de vider complètement le réservoir. Il vaut mieux s'arrêter avec un intervalle en réserve. Comme ça, vous pouvez vous réentraîner bien le lendemain. Si vous allez faire 2 séances d'intervalle par semaine, il est absolument essentiel que les sorties longues soient à faible intensité. C'est pour ça qu'on insiste en fait. Sinon, votre charge d'entraînement sera trop élevée et vous finirez tôt ou tard par vous retrouver en surentraînement et obligé de vous arrêter.
Rappelez-vous que l'entraînement intensif crée le stimulus nécessaire pour devenir plus fort, mais que votre corps ne se reconstruit et ne devient réellement plus fort que lorsque vous lui donnez la possibilité de récupérer. Ne faites donc une sortie de plus, même de récupération, que si vous vous sentez vraiment bien et que tous les indicateurs sont au vert. Mais même dans ce cas, limitez-le à 1 heure et à une intensité très faible. Donc voilà pour une semaine type de charge. Pour une semaine de récupération, laissez tomber les intervalles et faites la moitié en volume à faible intensité. Et reposez-vous. Un petit mot sur la stratégie nutritionnelle, puis nous aborderons la gestion du stress et la récupération. Il existe 3 objectifs importants en matière de nutrition. D'abord, s'alimenter par rapport à la charge d'entraînement, afin que vous mangiez exactement ce dont vous avez besoin, mais pas plus. Ensuite, optimiser votre capacité à brûler les lipides. N'oubliez pas que ce dernier objectif est essentiel afin de conserver votre glycogène pour la deuxième moitié de la course au Grand Fond de Vosges. Et troisièmement, atteindre le poids souhaité, ce qui peut signifier ou non perdre quelques kilos ou plus rarement prendre du muscle. Pour atteindre ces 3 objectifs ensemble, vous devez ajuster la quantité totale de calories consommées pour qu'elle soit équivalente ou légèrement inférieure au nombre de calories que vous brûlez, tout en ajustant la quantité relative de glucides et de lipides pour qu'elle corresponde à votre charge d'entraînement. Donc c'est un peu technique, mais bon. L'idée est d'entraîner votre corps à utiliser les lipides pour sa charge de base et pour l'entraînement à faible intensité et de n'utiliser des glucides que lorsque vous en avez besoin à haute intensité. Encore une fois, j'ai parlé longuement de cela l'année dernière, donc regardez la vidéo sur YouTube. On vient à la récupération. Le but de l'entraînement est évidemment d'obtenir une adaptation. Malheureusement, la charge d'entraînement n'entraîne pas automatiquement une adaptation. En fait, pour un même entraînement, l'adaptation que vous obtenez dépend de ce qui se passe lorsque vous ne vous entraînez pas. Étonnant, mais vrai. De nombreuses études le demandent. Dans une étude menée par Alain Cousin, un entraîneur aux États-Unis, les nageurs d'élite soumis à un stress de vie élevé présentaient une incidence plus élevée de blessures ou de maladies et une amélioration de performance significativement plus faible au cours de la saison par rapport à ceux dont le stress de vie était moins élevé. En outre, les nageurs qui avaient les 15% de stress les plus élevés n'ont montré aucune amélioration de leur performance au cours de la saison, bien qu'ils aient suivi exactement le même entraînement que le groupe à faible stress. Et certains ont même détérioré leur performance. Donc, vous voyez l'importance de stress. De nombreuses autres études montrent que la récupération et l'adaptation sont inhibées par le stress de l'entraînement ou le stress de la vie, ou les deux. Tout ce stress oblige votre corps à sécréter diverses hormones qui sont nécessaires pour gérer le stress, mais qui inhibent également votre récupération à l'entraînement. C'est dommage, mais c'est la vérité. Cela signifie, pardon, que lorsque vous êtes très stressé, vous ne devez vous entraîner que à faible intensité, juste pour maintenir votre niveau de forme. Ne vous entraînez pas à haute intensité, ni même à haut volume, et ne vous attendez pas à une réelle amélioration tant que votre stress n'est pas revenu à la normale. Alors, que va-t-on dire par stress? Pour le système nerveux central, tous les stress sont identiques. Peu importe qu'il s'agisse d'un facteur de stress aigu tel que un entraînement intensif, un voyage, une maladie, une maladie à courte durée, bien sûr, une soirée trop arrosée, un problème ponctuel au travail ou à la maison. Ou par contre, un facteur de stress chronique comme le surentraînement, une maladie chronique, des problèmes à long terme au travail, des soucis financiers, des difficultés relationnelles, les résultats sont les mêmes. Vous êtes dans un état constant de lutte ou de fuite et votre système nerveux central est dans un état sympathique en permanence. Alors que ce que vous voulez, c'est du parasympathique, ce qui favorise le repos et la récupération, et la réparation.
Heureusement, il existe un moyen très simple de mesurer votre niveau actuel de stress total et par conséquent votre capacité à supporter une charge élevée d'entraînement. Donc ça vous permet, en prenant cette mesure, ça vous permet de décider si une charge élevée d'entraînement vaut la peine ce jour ou non. Vous n'avez pas besoin de tester les hormones, mais simplement leur effet sur votre rythme cardiaque et surtout sur sa variabilité. Ce qu'on appelle en anglais the heart rate variability. C'est la variabilité de la fréquence cardiaque, en fait. Installez l'application HRV4 Training sur votre téléphone, puis mesurez votre HRV, la variabilité, chaque matin, sous des conditions strictement identiques, juste après le réveil, en position assise. C'est valable que si vous faites ça de manière stricte et répétée à chaque fois de la même manière. La mesure ne dure qu'une minute, donc c'est pas grand-chose. Alors, ne vous fiez pas à ce qui mesure si vous avez un Apple Watch, un Fitbit, un Whoop ou d'autres appareils de ce genre pendant la nuit. Ces appareils prennent la mesure pendant la nuit. Pour des raisons trop compliquées pour être exposées ici, ces relevés sont inutiles pour mesurer votre état de préparation en entraînement intensif. Donc, prenez la mesure lorsque vous êtes réveillé et à ce moment-là, c'est valable. Au bout d'une semaine, l'application vous indiquera vos valeurs normales. Dans cet exemple, le graphique à droite, vous pouvez voir mes relevés quotidiens au mois de mai. Vous voyez là, donc les relevés quotidiens, c'est les barres bleues. La moyenne mobile sur 7 jours, c'est la ligne blanche. Et la plage normale, c'est la zone grise. Dans ce cas, tout allait bien jusqu'au 20 mai, l'avant-dernier euh, jour où la barre est en jaune. Et à cette date, les valeurs étaient bien en dessous de la fourchette normale. J'ai donc pris un jour sans entraînement et le lendemain, ma fréquence, la variabilité de ma fréquence cardiaque s'est rétablie à la normale. Donc j'ai repris l'entraînement normalement et tout allait bien. Donc c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Tant que le HRV est normal, tout va bien, entraînez-vous selon votre plan. Si le HRV est en dehors de la plage normale, qu'il soit beaucoup trop élevé ou trop basse, vous devez éviter des entraînements intenses. Alors c'est technique, mais c'est utile quand même. C'est utile de se renseigner là-dessus. Pour en savoir plus, regardez la vidéo sur notre chaîne YouTube dédiée à cela, ou si vous préférez lire, vous pouvez trouver notre article de blog sur le site web Alpine Codes. C'est en anglais, je m'excuse, mais bon, voilà, vous pouvez toujours le faire traduire. Nous savons que cela fonctionne car de nombreuses études ont examiné la relation entre justement la HRV et la réponse à l'entraînement. Par exemple, une étude a mesuré la différence de réponse à l'entraînement après 24 séances d'entraînement d'intensité modérée pour deux groupes, l'un avec un HRV élevé et l'autre avec un HRV faible. Les chercheurs ont constaté que le groupe à HRV élevé, donc bon, obtenait 20 fois plus de bénéfices pour une charge d'entraînement donnée. C'est extraordinaire la différence. C'est pour ça que je trouve que ça vaut la peine d'en parler et que vous devez le prendre en compte. Donc, si trop de stress vous empêche de vous récupérer et à votre corps de s'adapter, comment faire pour réduire votre stress? Commençons par une liste de choses à éviter autant que possible. Évitez d'avoir un mauvais sommeil. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire parfois, mais vous savez, enfin, on sait tous ce qui favorise un bon sommeil. Donc, adoptez les bons principes pour un bon sommeil. Hein, couchez-vous toujours à la même heure, sans écran juste avant de se coucher, et ainsi de suite. Évitez du temps de travail prolongé. Par prolongé, je veux dire sans prendre le moindre repos. Il faut que vous vous leviez de votre bureau au moins toutes les heures et demie. Ne dépassez pas 90 minutes assis. Évitez autant que possible les conflits et les bruits. Si vous êtes soumis à des bruits, bah, portez des protecteurs des oreilles. Évitez la nourriture mauvaise, la malbouffe ou trop de nourriture. Bon, je sais que les fêtes de Noël arrivent. Bon, soyez raisonnable.
Contrôler les médias sociaux et la télévision. Tout ça, ça ajoute le stress. Et évidemment, l'entraînement intensif, faites attention de ne pas vous surentraîner. Et maintenant, une liste de choses à privilégier. Toutes ces choses-là à droite, plus vous les faites, plus ça réduit le stress dans votre corps. Donc, le yoga, une pratique de yoga, c'est très bien. Vous n'avez pas besoin de faire des heures. Même 10 minutes, c'est déjà bénéfique. Ou la méditation, mêmes effets. La respiration, si vous voulez pas faire ni yoga ni méditation, au moins pratiquez la respiration lente et profonde. Prenez du temps calme dans la nature. Mangez évidemment la nourriture la plus saine possible. Écoutez de la musique relaxante plutôt que de passer votre temps sur les médias sociaux. Et faites des mouvements faciles tout au long de la journée. Tout ça aide à réduire le stress, à vous mettre en position parasympathique et donc par conséquent à augmenter votre HRV que vous pouvez mesurer le lendemain. Et donc le plus efficace sera votre entraînement, ce qui nous intéresse le plus. En dernier point, mais pas le moindre, c'est le sujet qui fâche. Si vous roulez vite, il faut appuyer plus fort sur les pédales, ce qui vous oblige de renforcer vos muscles. Tristement, c'est vrai, la meilleure manière de renforcer ces muscles est hors du vélo. La préparation physique donc sert à développer la force, surtout les jambes et le gainage. Une ou deux séances par semaine en salle, idéalement guidées par un entraîneur spécialisé ayant de l'expérience en cyclisme. Le but en début d'année est d'augmenter votre force musculaire. Si vous êtes novice, soyez prudent pour limiter les risques de blessures. Les exercices les plus basiques sont les squats, les fentes, les planches et les ponts. Mais il en existe beaucoup d'autres qui sont bénéfiques, hein. L'essentiel est d'apprendre la bonne technique. Souplesse et étirement. 2 à 3 séances de 20 minutes par semaine. Le pilate ou le yoga peuvent être extrêmement bénéfiques. Là encore, l'apprentissage d'une bonne technique est essentiel. Choisissez donc un praticien qui connaît le cyclisme et qui ne prend que des petits groupes ou mieux encore des individus. Et enfin, complétez occasionnellement avec d'autres sports, marche, footing, natation, etc. Parce que si le vélo est votre seul sport, vous allez accumuler des déséquilibres et des problèmes musculaires au fil du temps. Alors, il est facile d'ignorer cette dernière planche, ces derniers conseils, mais croyez-moi, et moi, je faisais pas ça lorsque j'ai commencé à faire du vélo de manière sérieuse, et j'ai payé le prix. Croyez-moi, ça vaut la peine de faire tout ce que je viens de dire. Vous me remercierez plus tard. Alors voilà, c'est la fin. Je vous ai donné les principes et les lignes directrices qui devraient vous permettre de bien vous préparer d'ici la fin, d'ici la mi-février, en fait, où on va faire le point. Et puis, on va parler de comment s'entraîner pendant la période qui restera. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, prenez ces principes, créez votre propre plan d'entraînement personnalisé et puis mettez-le en œuvre. Si vous souhaitez un soutien professionnel, on est là pour vous aider, pour être vraiment au top le jour J. Et on a deux manières qu'on peut vous aider. D'abord, par un stage d'entraînement pour un gros bloc, ainsi qu'un coaching individuel sur vos compétences techniques et bien sûr de nombreux conseils et astuces. Donc, on a un stage prévu fin janvier dans les îles Canaries où il va faire beau. On va rouler en cuissard court et manches courtes. Et en avril, on va en course. Donc, avril, c'est pas mal, juste 3, 4 semaines avant la course. On a d'autres stages plus tard dans l'année, mais ça sert à rien pour le Grand Fond de Vosges, évidemment. Et puis, dernièrement, vous pouvez aussi nous contacter pour le coaching individuel pour bénéficier d'un suivi et de conseils personnalisés au quotidien. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter bon courage et bonne chance pour la course.